Je dois tout d'abord remercier les organisateurs de nous avoir invités à cette importante manifestation scientifique. Je les félicite pour les travaux préparatoires à cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'un grand débat national et même international sur la question de l'alimentation, la question alimentaire, de la sécurité, de la souveraineté, de l'autosuffisance, de beaucoup de points qu'on verra. Et ensuite, les organisateurs m'ont assigné un thème très large, qui est la politique agricole au pluriel, analyse contextuelle. Je vais essayer d'y répondre, et donc la communication sera d'ordre vraiment transversal. Je vais, pour commencer, peut-être rappeler, si nécessaire, quelques sens des concepts et des mots qu'on utilise. Parce que souvent, de mon expérience, on utilise des mots qu'on ne comprend pas la même chose. Et ensuite, des repères, je donnerai quelques repères physiques et économiques. Je parlerai de la trajectoire historique des politiques agricoles, des objectifs des réformes et plans de développement, du contexte aujourd'hui des enjeux et défis, et enfin des objectifs et des programmes et des convictions à partager, et bien sûr à mettre en œuvre. Alors, dans le sens des concepts et des mots, je commence par là parce que c'est important pour la suite. Quand on parle de politique, c'est généralement de parler d'orientation. Quelques règles qu'on se fixe, essayer de créer une cohérence et des obligations de rendre des comptes. Et bien sûr, on cherche à travers ça, on cherche de l'efficacité et de la clarté. Je m'excuse de rappeler ces choses évidentes, mais c'est important. Deuxième question, deuxième mot, quand on parle de réforme agricole ou réforme agraire ou révolution agraire que nous avons vécue, il est compris une redistribution des terres. C'est-à-dire qu'une révolution agraire et d'essence politique. On confisque des terres, on nationalise des terres, on les redistribue, on les redonne à leurs propriétaires initiaux, etc. Donc on est dans cette logique. Quand on parle de révolution agricole, ce que d'autres appellent révolution verte, qu'on a connue dans les années 60 et 70, là on est dans un sens ou dans une révolution d'essence technique. Quand on a fait la révolution verte dans les années 60-70, on a introduit la chimie à outrance, on a introduit les nouvelles semences hybrides des OGM, et on a construit l'agriculture qu'on connaît aujourd'hui, qui donne des rendements très importants, mais à partir d'introduction de chimie importante, de produits chimiques importants. Aujourd'hui, on les dénonce dans le cadre du développement durable. On dit qu'on a intoxiqué le sol, qu'on a intoxiqué les êtres humains, qu'on a intoxiqué les animaux, donc il faut revoir les choses. Donc on est en cette phase. Donc c'est important de faire la différence. Quand on est en train de parler de développement rural, c'est un autre débat. C'est de la revitalisation des espaces. Et quand on parle du développement rural et de la sécurité alimentaire, et développement agricole et rural, on est en train de parler de développement durable. Donc, c'est important de préciser ça parce que si on... comment ça se passe? C'est le même... Je vais me tuer. Donc c'est ce que je disais, quand on parle des politiques agricoles,
on exprime la solidarité de la nation avec le secteur. C'est comme ça qu'on explique les soutiens par la suite. Des objectifs, la protection des ressources, l'organisation des services publics. Je ne m'attarde pas, je suis devant un parterre averti qui connaît ces principes de base. Quand on parle de développement rural, on parle de gouvernance locale, on parle de développement durable, d'équité, et on parle aussi de territorialisation du développement. C'est-à-dire qu'on est dans des territoires où il faut prendre en compte les différentes spécificités et on vise la cohésion sociale. À titre d'illustration, j'ai ajouté cette diapo pour, quand on a construit une stratégie de développement rural durable, il fallait prendre en compte, bien sûr, le contexte des dispositifs, des acteurs. On peut aller en détail, si vous voulez, des projets, une dynamique, une formation des ressources, etc. C'est la base de... Donc, en schématisant, quand on parle d'un territoire et pour le développement, donc généralement il y a des ressources matérielles et immatérielles, des acteurs, vous voyez la construction des sources de financement divers, de l'interconnexion, de l'innovation, des échanges, de la construction de l'intersectorialité. Donc, qui font en sorte qu'on essaye de rechercher une rationalisation, une intégration, une participation des acteurs. Bien sûr, on doit également bien cibler les sources, que ce soit des sources de ressources naturelles ou des ressources financières ou les capacités humaines. Donc, tout ça, c'est pour une meilleure gouvernance des territoires. Ceux qui veulent aller en détail, on pourra en parler peut-être au niveau des débats. Donc, c'est pour dire tout simplement que lorsqu'on construit une politique de développement de territoire, où il y a toutes les activités, c'est, en fin de compte, on est tenu de tenir compte de l'économie, ce que nous appelons aujourd'hui l'économie de la connaissance, pour pouvoir intégrer toutes ces ressources, de mobiliser des acteurs, de rationaliser, de valoriser les revenus et de créer de la solidarité pour pouvoir avancer et avoir un temps. Donc, en fin de compte, ce qu'on dit dans la politique de développement rural, ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas de territoire sans avenir, il n'y a que des territoires sans projet. Tous les territoires ont quelque chose à donner. Souvent, on passe à côté. Certains territoires, à partir de pierres historiques, créent une dynamique économique. Donc la connaissance est très importante. Deuxième message, c'est que le monde rural est synonyme d'avenir et de potentialité à découvrir et à valoriser. Et là, nous sommes devant des potentialités très importantes dans notre pays. Quelques repères que je vais vous présenter. Premier repère statistique, c'est l'évolution de notre population de 1950 à 2030. C'est des sources FAO. Premier constat, vous voyez que la population a été multipliée presque par 5. De 8 millions 60, 8 millions 700, on est à 50 millions et on va le dépasser. J'ai présenté ce tableau pour dire, regardez, la population rurale a été multipliée par 2. La population totale par 5, la population rurale par 2. Le fait important, la population agricole, on était à 7 millions 100, presque 200, on est à 7 millions 600, presque les mêmes. Cela veut dire que les 7 millions qui nourrissaient, qui essayaient de donner de la nourriture à 8 millions, 9 millions de personnes,
en 60. Aujourd'hui, c'est 7,6 millions qui nourrissent 45 à 50 millions de personnes. Et tout à l'heure, on disait qu'il y avait de la disponibilité sur le terrain. Quelque part, c'est à partir de ce chiffre qu'on peut évaluer l'effort des agriculteurs. Ils n'ont pas atteint tous les objectifs qu'on souhaiterait. Mais on ne peut pas leur nier cette évolution. Et on peut aller au détail des choses. Quelqu'un me disait, avant on avait beaucoup de production, aujourd'hui on n'en a pas. J'ai regardé de plus près. N'écoutez pas les discours, regardez les faits. 7,5 millions nourrissent 50 millions. À l'indépendance, en termes de kilocalories, puisque c'est comme ça qu'on mesure, de disponibilité alimentaire, on était à 1738 exactement. Kilocalories par habitant par jour. Ça veut dire qu'on était en dessous de la norme minimale de 2100 fixée par l'OMS pour dire que cette personne est en famine, en situation de famine ou en situation normale. Aujourd'hui, on est à 3000, entre 3200 et 3400 en termes de disponibilité alimentaire. Ça veut dire production nationale plus importation. Production nationale à peu près 70% en valeur et 30% d'importation. Donc vous voyez l'effort. Certaines filières, certains produits dans certaines filières ont été multipliés par 10, d'autres par 3. Si vous comparez avec la population, vous voyez les déficits quand on multiplie par 3, or la population est multipliée par 5, en plus la disponibilité est passée de 1700 à 3200, c'est-à-dire multipliée par 2. Donc vous pouvez mesurer très vite le déficit qu'il y a dans une filière ou bien la couverture des besoins par une autre. Donc c'est des éléments importants. Deuxième cliché que je voulais un peu combattre, on dit souvent que l'agriculture c'est les vieux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a eu un rajeunissement. Cela veut dire qu'il y a une réceptivité de l'innovation. Ils sont prêts à recevoir des nouveautés et des techniques nouvelles. Vous regardez le tableau, nous avons près de 74% qui ont moins de 65%, donc en force d'action, en force de travail. Et on ne peut pas dire que le secteur, il n'y a que des vieux, hein, parce que souvent on nous dit ça. Autre indicateur repère, je pense que pas très lisible, c'est uniquement sur le foncier agricole. Là aussi, quelque chose à battre en... Souvent, ce tableau, vous le trouvez un peu dans toutes les communications, c'est les indicateurs du foncier agricole. Or, le foncier agricole, on va vous dire qu'il y a une surface agricole utile et il y a une surface agricole totale. Je ne sais pas, je me suis toujours posé la question, pourquoi il n'y a que chez nous où on parle de surface agricole utile? Si vous allez en Europe, vous regardez les statistiques, vous n'allez pas trouver de surface agricole utile. Alors d'où se vient ce concept? Nous avons une surface agricole totale qui avoisine les 50 millions d'hectares. Parce que si on accepte cette définition, qui est usuelle, malheureusement, vous allez voir que alors les forêts ne sont pas productives, les parcours ne sont pas productifs, les productions animales dans les steppes n'est pas valorisée, et ainsi de suite. Donc, le Sahara n'y est pas. Donc, il y a quelque chose qui a corrigé dans les concepts. Puisqu'on m'a assigné de parler des politiques, il est important de fixer le repère. Ensuite, c'est à peu près la même chose, c'est
on parle de 17%, et souvent quand on parle de politique, si on vous parlait de politique, de vous dire dites-nous quelles sont les politiques, vous allez dire on a commencé par la politique d'autogestion. Or, quand vous parlez d'autogestion, vous êtes en train de parler de 2 500 000 hectares sur 50 millions. Ou là, quand on vous parle de la restructuration, on vous parle de restructuration des 8 millions, même pas, des 2,5 millions d'hectares sur 50 millions. Et donc, la réflexion est tout de suite biaisée. Et si on ne fait pas attention, on passe à côté de beaucoup d'éléments. Là aussi, juste pour mémoire, j'ai classé les wilayats en fonction du nombre d'exploitations agricoles par taille. Vous voyez que c'est la wilaya Tizi Ouzou qui est en première, en termes de nombre d'exploitations, qui dépasse les 60 000 exploitations. Mais la plupart, c'est des petites exploitations, moins de 5 hectares. Vous avez le schéma. Bjaïa se retrouve en troisième position, mais avec presque moitié-moitié entre des exploitations plus de 5 hectares et des exploitations de moins de 5 hectares, et ainsi de suite. Donc, avec ce tableau, vous pouvez situer un peu les zones où on peut activer. Un autre, c'est juste à titre de tendance. Je présente ça parce qu'il y a des éléments, de certaines informations qui c'est à actualiser. Mais c'est pour avoir une idée, pour justement construire des politiques ou déconstruire des politiques. Donc, ce tableau, là, cette carte, vous donne à peu près la production, la valeur de la production par zone et par région. Et vous voyez que le Grand Sud, c'est quand même 13,6%. Vous avez les zones de montagne également qui sont à 17,6% par rapport à l'ensemble, littoral 43%. Donc, vous verrez ça, sûrement vous aurez accès à ces cartes et ça peut vous aider à... Là aussi, c'est uniquement pour donner tous les acteurs dans le secteur de l'agriculture. Je ne m'attarde pas, mais c'est juste pour... Il y a aussi, en termes d'existence, de repères, la loi d'orientation agricole, qui a été adoptée en 2008 et qui répond, parce que souvent on nous dit, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de stratégie. Une loi d'orientation agricole, c'est une loi qui exprime une politique, comme ça se fait ailleurs. Et la première loi, à partir de l'indépendance, c'était la loi d'orientation agricole qui a été promulguée en 2008, qui donne un objectif, la sécurité alimentaire, etc., qui fixe des programmes. Donc c'est pour intervenir pour démystifier ce qui se dit ici et là, ou bien certaines personnes n'ont pas l'information nécessaire et ça pose parfois des problèmes. Pour les organisations professionnelles également et interprofessionnelles, vous avez justement, on parle beaucoup de coopératives et de groupements. La recherche agronomique, la recherche dans le domaine, est institutionnalisée par loi. Donc il est dans l'obligation d'agir. Votre colloque s'inscrit dans cette logique. Donc ce n'est pas quelque chose de facultatif. C'est des éléments importants. Ici, il y a des évolutions des productions agricoles, toujours à titre de tendance et de repère uniquement, parce que je vais aborder la vraie question qui est les politiques. Ensuite, à titre de repère également, les structures de la production agricole de manière générale. Le soutien accordé à l'agriculture. On parle beaucoup de soutien. Vous voyez qu'il y a 3 secteurs qui reçoivent l'essentiel du soutien. C'est l'irrigation, c'est clair. C'est l'eau qui est importante. L'eau qui est importante dans l'élément clé. C'est-à-dire les agriculteurs, quand ils font les demandes,
sans logique. Deuxième filière, c'est les céréales. Troisième filière, c'est le lait. Le reste, c'est presque insignifiant. Et même quand vous appliquez les règles de l'OMC, parce qu'on parle beaucoup de soutien, l'agriculture a pris beaucoup d'argent, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ça dénature la réflexion, et ça dénature la compréhension des événements. Quand vous regardez de très près et vous appliquez les règles internationales, vous allez voir qu'à l'exception du blé tendre et du lait, où on dépasse 10% de soutien par rapport à la valeur de la filière, de la production de la filière, tout le reste, on est au-dessous de 10% et pour la plupart, on est au-dessous de 5% et parfois, on avoisine vraiment les 0%. Donc, il y a quelque chose à réfléchir, et c'est-à-dire pour des scientifiques que vous êtes, vous pouvez réadapter beaucoup de vérités qui sont aujourd'hui dites, pour ne pas dire autre chose. Alors, en termes de rendement, c'est toujours en termes de tendance. Je donne ça en termes de tendance. Ne prenez pas ça pour... Ça, c'est les chiffres de la céréaliculture, puisqu'on en parle beaucoup. C'est des statistiques de 1876 à 2010. Donc, quand vous regardez, donc de 1876, plus d'un siècle, c'est par décennie que vous voyez ici. La superficie, c'est en bas le vert, on est à peu près à la même chose. Près de 3 millions d'hectares qu'on utilise. Et vous avez les productions en rouge, et la courbe, c'est les rendements. Et vous voyez, le rendement moyen, c'est de 15 hectares. 15,95. Ça varie, quand on est dans le blé dur, c'est 18. Quand on est dans le blé tendre, c'est plus bas, et l'orge, c'est autour de 16. Donc, ça veut dire que voici la réalité du terrain. Ce qu'on devrait faire, c'est que, comme l'ont fait d'autres pays, eux, ils gagnaient dans des conditions très favorables 2 quintaux à l'hectare par an en moyenne. Donc si on a des programmes à projeter, nous on avait projeté sur 1 quintal par hectare par an, en moyenne nationale. Et c'est comme ça qu'on pourrait agir. Donc j'arrive, c'est maintenant que j'arrive au... Non, excusez-moi, parce que c'est la trajectoire historique des politiques agricoles. Donc, j'ai essayé de schématiser l'évolution de nos politiques agricoles depuis 62, sur 60 ans, jusqu'à 2022. Et je me suis donné des règles. On ne peut parler de, on a beaucoup de politique, mais on ne peut parler de politique nationale que si on a un diagnostic partagé, on a des concepts et des objectifs qu'on a discutés à grande échelle, que la politique est officialisée par la plus haute autorité du pays et que, surtout, il y a des lois et des règlements qui mettent en œuvre cette politique, c'est-à-dire et qui touchent l'ensemble des secteurs et l'ensemble des intervenants. Cela veut dire que lorsque je dis politique d'autogestion, je ne suis que sur une partie du territoire. Je ne peux pas l'appeler politique nationale. Quand je parle de restructuration, je ne suis en train de restructurer qu'une partie. Donc, quand j'applique cette règle, moi j'ai la chance d'avoir accompagné depuis la révolution agraire jusqu'à maintenant toute l'évolution. Donc, quelque part, en mémoire, j'ai quelques informations et j'ai donné 10 points quand c'est une politique nationale, au sens de ce que je viens de dire.
Et les autres, c'est entre 1 et 9. Parfois, on est en train de construire une politique, parfois, on est en train de la déconstruire. Ça donne ce tableau. Première phase qu'on peut dire, on a commencé par, en 62, sauvegarder les terres. Ensuite, on a commencé à les autogérer. Ensuite, on a décidé que ce soit une révolution agraire, c'est-à-dire des sens politiques, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire c'est une redistribution des terres. Et donc, quand on était dans la révolution agraire, c'était cohérent par rapport à l'objectif. Je ne dis pas économiquement qu'est-ce que c'est. Je parle de politique cohérente qui existait. Donc, sur la base de lois, de règlements, cohérence générale, vision, redistribuer des terres, améliorer les conditions de vie des populations, des réfugiés qui rentraient des frontières, etc. Donc, c'est tout ce qu'on a vécu. Ensuite, on a vécu une phase de déstructuration de la révolution agraire. Et la révolution agraire n'a été, pour les plus anciens, ils savent, n'a été abrogée qu'en 95. Ça veut dire qu'en même temps, et c'est ça les ambiguïtés qui viennent, la révolution agraire en termes de loi était valable jusqu'en 95 où il y a eu un article qui disait toutes les dispositions de la révolution agraire sont abrogées. Mais entre 80 et 95, pendant 15 ans, il y a eu de nouvelles lois. Et des nouvelles lois qui étaient contraires à la loi de révolution agraire. Or, les deux étaient en cours, les deux étaient valables. Et ça créait ces hésitations qu'on ne comprend pas sur le terrain. On comprend qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ça et ça, pourquoi c'est pas cohérent. Ensuite, il y a eu une deuxième question, c'est que les terres agricoles, on a commencé à codifier qu'en 90, quand on a commencé à créer les domaines publics, domaines privés et domaines privés de l'État. Et en domaine privé de l'État, c'est-à-dire qu'on se posait la question, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on les vend ou est-ce qu'on les garde? Et on est resté comme ça pendant encore 20 ans. Et la réponse n'est venue qu'en 2010, en 2008-2010. Ce qui fait que tout ça, c'est des périodes qui peut-être expliqueraient certains dysfonctionnements. Ensuite, pour ce que ça intéresse, bon, c'est illisible, je pense, j'ai fait 3 tableaux de corrélation entre ce qui se passait chez nous et ce qui se passait dans le monde. J'ai vu que dans le colloque, on va parler du PAC, de la PAC en Europe. Et bien, au moment où eux ils faisaient la PAC, nous on faisait la révolution agraire. Et ainsi de suite, vous allez dans ces tableaux trouver toute l'évolution de tout ce qui s'est passé en termes de politique à notre niveau et en corrélation avec ce qui se passait ailleurs, et vous pouvez en tirer. Autre questionnement qui doit également être précisé. Jusqu'à 90, on parlait d'autosuffisance alimentaire. On était dans la logique de la révolution agraire. Mais on savait très bien qu'on ne pouvait pas s'autosuffire en tout. Mais c'était ça. Ensuite, on a commencé dans les années 90 de parler de sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire, c'est une définition extérieure. C'est une définition des institutions internationales. Et bizarrement, ça a commencé au moment où il y a eu les accords de Marrakech. C'est-à-dire au moment où les produits agricoles sont devenus marchands. Et ils ont intégré l'OMC et les débats de l'OMC. Et à ce moment-là, la définition de la sécurité alimentaire, c'est tout simplement de dire il faut que les pays s'assurent que tous leurs citoyens aient accès à une alimentation saine et loyale à partir de l'importation ou de la production nationale.
et que les États n'ont pas le droit de créer des obstacles au niveau des frontières pour les produits importés. Et ça a évolué. C'est-à-dire que petit à petit, des pays se sont spécialisés, dans certaines par rapport à leurs conditions écologiques, et commencé à imposer leurs règles. Et vous n'avez pas bloqué leurs marchandises. On était dans la globalisation. On était dans des règles où il faut que le produit... Ils ont été très loin, puisque on disait même, les dernières définitions, il faut que les produits qui soient disponibles, non seulement soient sains et loyaux, mais vous devez répondre à tous les besoins. J'allais mettre entre parenthèses les désirs de chaque citoyen. C'est-à-dire, s'il veut un produit que vous n'avez pas, vous n'avez qu'à le ramener. Donc, pour la nation. C'est ça la sécurité alimentaire. Et donc, quand il y a eu le Covid, déjà quand il y a eu la crise de 2008, ensuite il y a eu les printemps arabes dans nos pays, ensuite il y a eu la crise de Covid, et ensuite maintenant le conflit, la guerre Ukraine avec ses effets, URSS, enfin Russie. Donc, un nouveau concept est sorti. Enfin, est sorti, est revenu. C'est la souveraineté alimentaire. Mais la souveraineté alimentaire, il faut lui donner son contenu, et la souveraineté alimentaire ne remplace pas la sécurité alimentaire. Parce qu'un pays ne peut pas tout produire. Mais pour les produits essentiels, si vous allez aux États-Unis, voilà, vous allez dans un certain pays avancé, vous allez trouver qu'ils ont des banques de gènes de tous les produits, même ceux des produits dont ils n'ont pas besoin. Et vous les trouvez tous en train de rechercher, quand ils se déplacent, ils sont en train de chercher les semences, les plants, etc. Et qu'ils renouvellent régulièrement. Pour eux, c'est la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire qu'en cas où tout se ferme, ils ont la capacité de produire. Et à côté de ça, ce n'est pas par hasard que ce sont leurs centres de recherche qui sont au devant de la scène et qui sont les plus avancés. Tout simplement, ça rentre dans cette logique. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le produit, il faut aussi savoir comment il évolue, l'améliorer, etc. Et donc, c'est un sujet stratégique. Et quand on parle de souveraineté alimentaire, ça veut dire que c'est la protection du patrimoine, la protection de semences, la connaissance, la production et capacité, etc. Et ensuite, également, un autre débat, à côté de ces trois concepts, c'est toujours un débat parfois stérile et qui nous fait perdre beaucoup de temps. C'est entre développement agricole, développement rural, développement local. L'essentiel, c'est de mettre en synergie l'ensemble et trouver cette intelligence pour que l'intersectorialité agisse pour un développement cohérent et d'ensemble et ne pas se perdre dans des débats dont nous n'avons pas besoin. Donc, c'est ce que je vais passer maintenant à l'essentiel, enfin la troisième partie, c'est les mutations. Bon, je l'ai dit, aujourd'hui, les défis que nous avons devant nous sont simples. Le premier défi, c'est qu'il y a une rapidité de la circulation des informations et l'application des piliers de l'économie de la connaissance dans les quotidiens et les peuples, des individus et des peuples. Ça va trop vite. Il faut qu'on accompagne cela. Deuxième défi, le changement climatique, avec ses effets et qui impose aujourd'hui un changement dans les paradigmes techniques. Et c'est là où les universités sont interpellées. C'est là où il y a un mouvement
et un changement des paradigmes techniques qu'il faut assumer. Les crises financières mondiales, on en a parlé. Les pandémies, on en a parlé. Les guerres régionales, on en a parlé. Donc, nous avons ces 5 défis qui sont devant nous. Les enjeux, bien sûr, ils sont déductibles de tout cela. C'est-à-dire que c'est la préservation de l'indépendance nationale, tout simplement. Mais c'est également la souveraineté et la sécurité, c'est le développement stable et continu, c'est la protection de nos ressources naturelles et de la protection des territoires nationaux, des territoires ruraux, bien sûr nationaux aussi. Hein. Donc l'heure est à la mobilisation, mais une mobilisation intelligente, une mobilisation sur des référents partagés et sur des objectifs et programmes à mettre en œuvre. Ce n'est pas uniquement une sorte d'action d'ensemble. Il faut que ça soit ciblé pour la modernisation, pour l'émergence de systèmes efficients de régulation, publics et privés, de sécurisation des approvisionnements et développement harmonieux des territoires. Quand on voit ça, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on lit dans les journaux? L'économie des savoirs et des connaissances est au cœur de cette révolution qu'on souhaiterait. Quelle est cette révolution technique? Quel est lieu? Le problème n'est plus dans la politique, il est dans comment s'accaparer de cette nouvelle technique et technologie pour justement préserver les terres, préserver l'eau, préserver et agir et avoir toujours une production acceptable. Le développement, bien sûr, ne pourra, et ça c'est dans notre politique depuis 62, ne pourra être durable que s'il touche l'ensemble du territoire, sans exclusion et sans marginalisation aucune. Et le troisième qui est important, on le dit de différentes manières, mais en fait, on veut construire une croissance internalisée, une croissance qui part à partir de nos connaissances, à partir de nos savoirs, à partir de nos moyens et à partir de notre matériel. Et là aussi, les universités sont interpellées. Enfin, quand je dis les interpellées, les universités, je parle des détenteurs du savoir. Et ce savoir ne doit pas être isolé du savoir tacite qui est au niveau des agriculteurs et des éleveurs et des ruraux, de manière générale, qui ont accumulé au fur du temps des connaissances qui ne sont pas codifiées comme celles qu'on présente ici, mais qui sont tacites et qui sont aussi importantes. Et c'est cette connexion qui sera la base de cette révolution agricole que nous anticipons et que nous souhaitons qu'elle ait lieu. Parce que si vous réfléchissez bien et vous regardez de plus près, nous avons fait de la révolution agraire. Est-ce que nous avons fait la révolution agricole? Quand vous lisez dans la littérature ailleurs, vous allez trouver la révolution verte que l'Inde et les autres pays ont eue. Cette révolution verte, c'était de l'introduction de la chimie. C'était les 60-70. Les années 60-70 jusqu'à 80. Jusqu'au moment où la notion de la protection et du développement durable a commencé à apparaître dans les années 90. Et donc, aujourd'hui, on est en train de parler de révolution doublement verte. On abandonne les paradigmes techniques d'antan et on introduit de nouvelles techniques que certains ont appelées agroécologie ou agroforesterie et qui sont à la base, aujourd'hui, ce n'est plus uniquement des informations, c'est des modules qui sont enseignés au niveau des universités américaines et européennes. Et donc, c'est un mouvement d'ensemble qui est en cours. Et le débat que vous avez aujourd'hui, ici, et qu'on a au niveau national, s'inscrit dans cela. Et donc, ça veut dire qu'il faut construire un modèle de croissance
internalisée. Et bien sûr, à côté de ça, il faudra une mobilisation, une solidarité à toute épreuve entre les acteurs. Donc, à partir de là, nous avons proposé une définition sur ce qui nous attend. Une sorte de synthèse de tout ce que j'ai dit entre la sécurité alimentaire pour certains produits et la construction d'une croissance internalisée. Donc, j'arrive un peu à la conclusion. Une révolution agricole aujourd'hui, à base technique, est nécessaire. Il faut qu'il y ait cette connexion entre le savoir codifié et le savoir tacite. Il faut qu'il y ait une démarche et un objectif partagé. C'est l'économie de la connaissance, c'est l'innovation technologique, c'est la réduction de la facture numérique, c'est l'agroécologie et l'agroforesterie, c'est le développement intégré, territorialisé des territoires, c'est des infrastructures hydriques structurantes, du développement, c'est le renforcement des organisations professionnelles et interprofessionnelles, c'est des soutiens ciblés, c'est la construction de filières agro-industrielles et agroalimentaires intégrées. C'est ça qui donnera la croissance internalisée et une intelligence du terrain à valoriser. Et des connaissances codifiées, c'est ce que je disais. Nous pensons qu'il peut-être il y a un Conseil national de l'alimentation et de l'agriculture et du développement rural, il y a un Conseil supérieur de l'agriculture prévu par la loi d'orientation agricole qui n'a pas été mise en place encore, mais peut-être ça devrait évoluer en un Conseil. Et je pense que nous sommes aussi à la veille sur la base de ce qui est en train de se faire. Quand on voit la feuille de route du gouvernement, quand on voit tous les questionnements qui sont en train d'être posés, nous sommes à la veille de l'émergence de quelque chose. Ce quelque chose, dans sa dimension législative, peut-être c'est une loi de modernisation agricole qui prendrait en compte ce que nous venions de dire tout à l'heure et d'obliger tous les acteurs et tous les secteurs. Alors, je ne dis pas ça moi tout seul ici. Et je rappelle, il y a dans cette salle 3 ou 4 qui ont participé, il y a un groupe d'experts qui a travaillé pendant près de 3 mois cette année, en 2022, Algériens travaillant en Algérie, mais aussi Algériens travaillant au Canada et en Europe, et qui ont élaboré un document qui est appelé Agriculture DZ22, qui disent un peu la même chose, qui disent que les élites tawana, quelque part, ont délaissé les connaissances tacites, se sont isolés. C'est quelque part cette incompréhension qu'il faut lever, et que l'agriculture, c'est quand même une philosophie, j'allais dire, qu'a construit la personnalité algérienne. Je lis, les élites ainsi ont eu tendance à s'éloigner de cette histoire fondatrice de la personnalité du pays et de consacrer ainsi la dévalorisation des acteurs clés de notre patrimoine philosophique, les paysans. Donc c'est un appel à revoir. Et tout ce qu'on fera pour la renaissance de l'Algérie, de l'agriculture innovante, enracinée dans nos territoires, dans nos traditions, cet effort, ce n'est pas de la charité envers un secteur, mais au contraire, c'est comme un besoin essentiel d'émancipation de l'ensemble de la société et le vecteur du développement des autres secteurs. À partir de là, le même document rappelle que c'est un État stratège qui fait de la structure organisationnelle du méta-management et du management des principaux acteurs ses outils fondamentaux et mettre un modèle efficace pour une agriculture souveraine. Donc, c'est en partageant ces référents qu'on peut avoir. Mais il y a aussi un militant, je pense, qui est d'ici, Karim Tedjani,
qui dit exactement la même chose. Qui dit qu'il faut, pour le développement durable, lui, il vient d'un autre biais, mais qui arrive à la même conclusion. Et on a plusieurs, donc, qui dit le penseur et acteur du développement durable, compréhension. Il faut qu'il y ait une compréhension profonde de la dimension environnementale, sociale et culturelle de la société pour pouvoir imaginer ce développement ou cette révolution verte ou doublement verte à laquelle nous appelons. Donc, bien comprendre les concepts, c'est important, et pour engager pour des réflexions pour l'avenir, comme le disait. Par où commencer? C'est l'autre dernière question. Ah, je termine. Hein? Bon, ne laissez personne de côté, c'est le slogan de la FAO cette année. On y a ajouté un proverbe africain. Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marche ensemble. Donc c'est ça là. Hein? Et vous voyez, ça c'est Ol Watan qui avait fait une caricature, ça fait longtemps, mais qui est toujours d'actualité. J'ai fait beaucoup de bruit. Peut-être c'est le développement qui arrive. Hein? C'est ce qui est écrit. Et je vous remercie pour votre attention. Hein? Et je terminerai, ça c'était en janvier 2008. Rappelez-vous, il y a au financier Post qui écrivait la vraie crise mondiale, c'est l'alimentation. Oubliez le pétrole. Merci. Merci, docteur Rachid Ben Aïssa, pour cette conférence très riche. Je me suis permis de vous allonger de plus de 10 minutes parce que je pense que nous avons tous à apprendre et à